Après un retour inespéré dans la sphère des mangas d'actualité, voilà, Hunter x Hunter rencontre une nouvelle pause et cette fois-ci indéterminée. On ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre, quand est-ce qu'il va, s'il s'arrête définitivement ou pas. On n'est pas au courant. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Ben, tout simplement, plutôt du positif en réalité. Oui, c'est vrai, 10 chapitres, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup. En vérité, c'est plutôt pas mal pour Togashi, donc quand on sait qu'il a des problèmes de santé. Et alors c'est vrai, certains pourraient dire que pourquoi il n'engage pas une autre personne pour faire ce manga à sa place. Et moi j'ai envie de dire pourquoi pas, mais quand même quelques petites réserves quant au fait que c'est une œuvre dont on a pu apprécier la touche personnelle de l'auteur. Et effectivement, si elle provient de la tête de l'auteur, c'est peut-être aussi bien que ce soit lui qui exécute le trait. Alors je sais bien qu'il y a pas mal d'œuvres qui se font reléguer, qui distribuent le travail pour voilà, différentes tâches, comme les décors ou les choses comme ça. Mais si Togashi ne le sent pas, je ne vais pas avoir envie de... Voilà, j'aimerais pas qu'il le fasse contre sa volonté. En plus de ça, il faut dire que Togashi, voilà, bon, il nous a livré quand même 10 chapitres qui avaient du sens. On avait un combat qui formait quand même une intrigue assez close, je dirais, et maintenant qu'on retrouve une intrigue qui va se développer plus tard dans, je pense, voilà, des développements beaucoup plus grands et beaucoup plus vastes, je pense que c'est sage de la part de Togashi de s'arrêter maintenant. En ce sens que, si, alors oui, on est un petit peu arrêté sur comment dire, un événement, un moment très tendu, hein, bon, c'est sûr, c'est un peu cliffhanger, mais on va dire que c'est pas quand même quelque chose comme si on avait été arrêté en plein milieu de combat entre Chrollo et Hisoka. Donc ici je trouve que la pause elle fait du sens, on a terminé cette espèce de mini intrigue dans le combat et on passe au continent maudit et on s'arrête là. On s'arrête là, c'est-à-dire qu'on va avoir le temps de respirer, et c'est surtout Togashi qui va avoir le temps de reprendre ses forces, j'espère, et peut-être qu'on pourrait avoir un rythme comme ça, par exemple 10 chapitres et l'équivalent de 10 chapitres de pause, donc c'est-à-dire 10 semaines, enfin à peu près 10 semaines. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, mais passons au chapitre. Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review double donc des chapitres 359 et 360 de Hunter x Hunter. Donc comme je l'ai dit en intro, hein, ça faisait beaucoup de sens je trouve cette reprise du manga. Et en plus c'est beau à entendre, 350, 360. Hein, c'est pas comme si on s'arrêtait au chapitre 363. Ah ça m'aurait énervé. J'ai rien contre le nombre 363, mais voyez 360, c'est bien, c'est rond, c'est direct, on comprend l'idée. Alors, bon, d'abord, dans l'ensemble, qu'est-ce que c'était que ces chapitres? Le premier chapitre, 359, donc c'est beaucoup plus un chapitre d'exposition en fait, hein, c'est-à-dire qu'on repart sur l'intrigue du nouveau monde, du continent maudit bien sûr, et voilà, et donc techniquement, comme l'avait fait Togashi dans les chapitres précédents, on nous redonne des détails sur la constitution du gros sous-marin tout simplement, donc c'est assez intéressant et j'aime bien ce genre de chapitre, même si je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne sert à rien tout simplement, je vais pas vous détailler, vous faire la liste de ce qu'il y a dans le chapitre, ça vous voyez c'est assez compliqué en plus, donc allez regarder ça, c'est d'ailleurs relativement anecdotique, hein, c'est pour contextualiser un petit peu l'intrigue générale, hein, voilà, l'action tout simplement. Bien, que dire d'autre par rapport à tout ça? Sur les faits quand même qui sont présentés dans les deux chapitres et plus précisément dans les faits qui se déroulent dans le chapitre 360 parce que c'est précisément peut-être la seule chose qui est un petit peu voilà qui mérite d'être mentionnée ici dans une review. Et bien c'est tout simplement il y a quand même quelque chose que j'évoquerai à la fin, mais ce sont les naines qui nous sont présentés dans le chapitre 360. Alors vous allez me dire pourquoi les naines? Bah si, parce que c'est important en fait. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est une guerre de succession auquel on va assister. Et ces espèces de naines bizarres dont on connaît absolument pas la nature, dont on sait d'ailleurs qu'ils sont obtenus à travers un espèce de rituel assez étrange, sont un petit peu les principales armes qui vont être utilisées entre les princes. Vous vous doutez bien que dans un monde comme Hunter x Hunter, les mitraillettes, et surtout d'ailleurs dans un univers comme celui-là, c'est-à-dire en pleine expédition, je veux dire, c'est pas une guerre de tranchées qui va se dérouler. C'est une guerre aussi d'usure avec des naines un peu bizarres. Les naines, c'est pas forcément des naines comme celui de Uvogin, où vous voyez, c'est juste de la puissance pure. Dans ce chapitre, on voit bien qu'il y a une espèce de truc très chelou, très bizarre, et vraiment, je me l'explique pas. Bon. Alors, en ce qui concerne donc les naines qu'on a pu voir dans ce chapitre,
on a vu un premier naine assez curieux qui s'apparente, si j'ai bien compris, potentiellement à celui du prince Wobble. Mais j'ai eu l'impression aussi qu'on avait une sorte de lien qui était fait entre le naine dont je vais vous parler et le prince Benjamin, il me semble, celui dont on avait vu la silhouette dans le banquet, hein, dans l'espèce de festin où on le voit habillé en costard. Donc j'explique, ce naine, c'est une espèce de... Alors, est-ce que c'est celui qui... En fait, tout ça est un peu confus, je dois dire. Mais il y a un naine, parmi tous ceux qu'on voit, qui est censé être une sorte de naine vampirique, si on peut dire, où il aspire le sang. Avant toute chose, ça vous fait pas penser à un autre naine, ça, les amis? Je vous laisse 2 minutes. Oui, le naine de... Ah bah, flûte, j'ai oublié son nom. Ok. Oui, j'ai regardé sur internet. Putain, Shizuku, ça m'énerve. En plus, c'est celle que j'aime le moins, sérieusement. C'est peut-être pour ça, remarque, elle m'en veut. Enfin bref, son naine consiste en une espèce de conjuration d'aspirateur bizarre qui peut lui permettre d'aspirer absolument tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait. Non, pas tout ce qu'elle fait, ça n'a aucun sens cette phrase. J'enlève ce mot, je le remplace par tout ce qu'elle veut. En ce qui concerne son naine, eh bien on l'avait vu en utilisation un petit peu similaire contre une Chimera Ant, c'était... elle avait aspiré une espèce de... Enfin, elle aspirait tout simplement son sang, il me semble. Si je me rappelle bien, enfin c'est une sorte de matière liquide, une substance de son corps. Hein. C'était la naine, l'espèce d'araignée bizarre. Donc voilà, ça c'est une première chose, je trouve qu'il y a une similarité entre les deux. Ensuite on voit quand même qu'il y a une espèce d'aura un petit peu, je sais pas, sanguine autour du prince Benjamin. Est-ce que j'ai bien interprété l'image? Je dois dire que c'était un peu confus tout ça. Mais Kurapika, quand ensuite on retrouve tous les gardes qui ont été complètement, voilà, mis KO, est-ce que c'est l'utilisation du même naine? Kurapika mentionne que ça pourrait être l'instinct du prince Wobble qui aurait, comme ça, activé son naine par instinct défensif. Peut-être, pourquoi pas, mais enfin tout ça, ça veut dire que personne ne maîtrise les naines qu'ils utilisent. Donc ça fait un petit peu peur. Et comme le dit si bien Kurapika, il faut pas mal de temps pour maîtriser un naine. Donc tout ce rituel semble assez dangereux en soi. En ce qui concerne le dernier naine, il me semble être assez clairement un naine de manipulation, c'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce de conjuration de petites bêtes qui manipulent les gens, comme on peut le voir à la fin quand les gardes font un petit peu n'importe quoi et sont manipulés. Ça veut pas dire grand chose en soi, mais, et c'est là que c'est intéressant, les naines sont aussi la manifestation des caractères des personnages. Par exemple, Hisoka, c'est un personnage assez menteur, assez tricheur. Comme par hasard, il a un naine de transmutation qui permet de changer, de transformer la réalité et de créer une espèce de matière factice à partir du naine. Voilà, donc ça c'est intéressant. On a également des personnages plus machiavéliques, plus froids, plus calculateurs. Bizarrement, ils ont des naines de manipulation, comme la personne par exemple d'Irumi ou Illumi. Voilà, donc, bon, vous voyez, c'est intéressant, même si c'est assez limite, bien sûr, parce que regardez, par exemple, je sais pas... rien ne me vient à l'esprit subitement, mais... mais enfin, vous voyez, il y a plein... Je suis sûr que vous pourriez me trouver un personnage dont le naine ne correspond pas forcément... Oh bah tiens, si, par exemple, Netero, par exemple. Netero, c'est un peu bizarre, parce que son naine, déjà... Il maîtrise pas mal de naines, mais on sait que son naine de base, c'est le renforcement. Et il est assez peu impulsif. Enfin, il l'est, mais c'est assez caché en réalité. Il paraît en tout cas très calme, très posé. Donc, quand même, il faut quand même préciser, voilà, que, comme le disait Hisoka, c'est lui qui avait introduit ça dans le manga, les naines reflètent la personnalité. Ce serait intéressant pour ces personnages comme les princes, par exemple, qu'on ne connaît pas énormément, de connaître un petit peu, d'en savoir plus sur leur propre personnalité. Donc voilà, ensuite le goût, le fameux goût, là, donc, comme le mentionne à la fin du chapitre, comme il l'a mentionné à la fin du chapitre, eh ben, j'ai rien à dire là-dessus, chers amis. Oui, c'est assez bizarre, c'est quoi? C'est censé représenter le naine qui est mis en action ici, avec toutes ces espèces de petites bêtes qui sont des espèces de vecteurs de toxines et de venin. Quel rapport avec la manipulation qu'on a vue effective par rapport aux gardes? J'en vois aucune techniquement. En plus de ça, c'est un aspect assez métaphorique, j'arrive pas très bien à interpréter ça. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que ça me laisse sur un sentiment un peu confus. Et je sais que c'est la pause, donc on va devoir se contenter de ça. En l'occurrence, chers amis, je ne vais pas dire tout de suite au revoir à Hunter x Hunter, voilà, par rapport à ça, je vais pas attendre là, les chapitres 361 pour refaire des vidéos. Sans doute je ferai une autre vidéo pour essayer d'éclaircir un petit peu la situation, parce que comme vous le savez, Hunter x Hunter, c'est un manga qui est très compliqué, enfin plus compliqué que la plupart des autres shonen en l'occurrence, et c'est un manga qui se lit lentement, hein. Il faut le lire lentement, il faut le relire, il faut comprendre un petit peu tous les enjeux et tous les acteurs aussi, ça c'est important.
Bien, alors je vais terminer juste dans cette review par évoquer un truc qui me plaît, je trouve, en ce moment dans Hunter x Hunter. C'est un petit peu le virement qu'est en train de faire Togashi dans l'atmosphère de ce nouvel arc. Ce que j'aime bien, c'est que dans chaque arc de Hunter x Hunter, on a vraiment à chaque fois des atmosphères différentes, avec des univers qui sont vraiment toujours très diverses. On vient de quitter un mini-arc qui était très politique, et là on continue un petit peu dans cette voie, mais un petit peu sous l'angle plus de l'espionnage, de la guerre de sape, un petit peu, entre différentes factions politiques. En ce qui concerne l'arc pénultième, on va dire, donc celui avant l'arc Paristan, hein, l'arc des élections, eh bien on avait l'arc des Chimera Ants, hein, des fourmis chimères, qui était réellement un arc en mode épopée, si vous voulez, un arc très tragique, hein, qui avait vraiment des aspects de tragédie, de grands drames, et voilà, et ensuite, on avait, alors avant, on avait encore des arcs un peu plus fun, un peu plus voilà, l'arc, le premier arc, hein, tout simplement, ou même l'arc York New, hein, enfin l'arc Yorkshin, voilà, l'arc de la brigade par exemple, qui était un arc beaucoup plus centré sur une espèce de côté un peu mafia, tout ça, et donc ça, enfin un film un petit peu plus, un thème un peu plus centré sur l'action, tout ça. Donc ça, je trouve ça assez plaisant, et donc là dans cette guerre de succession on a un côté un petit peu espionnage, agent secret, et j'aime beaucoup cet aspect là, et je trouve que c'est une bonne idée, je trouve que c'est voilà, c'est un bon revirement, enfin revirement, le mot est mal choisi, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, et donc voilà chers amis, c'est à peu près tout ce que je dirais, donc désolé de finir ces reviews, finalement, finir cette petite parenthèse Hunter x Hunter qu'on a eu le privilège d'avoir en ce début d'année, sur une review qui est un petit peu voilà globale, un peu, mais en même temps on nous laisse sur un chapitre qui nous laisse beaucoup de questions. Mais comme je disais, je referai une vidéo sur un petit peu voilà, la situation actuelle de Hunter x Hunter et de l'intrigue, là où on a l'intrigue, là où on est l'auteur, et un petit peu savoir à quoi on pourrait s'attendre dans ce nouvel arc. En attendant, chers amis, portez-vous bien. On se retrouve eh bien, pour Hunter x Hunter, je ne sais pas quand malheureusement, mais enfin pour les autres mangas on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent aller voir la vidéo sur Bleach, préparez vos mouchoirs, on va pleurer un bon coup. Allez les amis, ciao.